Salut à toutes et à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo spéciale Mercato, spéciale aussi match de prépa. Pour ceux qui débarquent dans la chaîne, le fil rouge principal, c'est quand même les après-matchs. On parle quand même Mercato en phase de Mercato. On parle aussi des confs d'avant-match pour un peu analyser ce qui est dit par le coach et puis les tendances au niveau joueur, hiérarchie, etc. Mais c'est vrai que le fond de la vidéo, c'est ça, c'est des après-matchs. Bon. En ce moment, on est plutôt dans une actualité mercato où je fais pas mal de fils mercato, etc., de fils scouting. Ça s'évapore après au début de la saison. C'est pour ça que ceux qui débarquent là ne voient que pour l'instant ça. Donc là, je vais donner un petit peu un exemple de ce que je fais en après-match pour ceux qui découvrent. Pour les autres, c'est clairement un après-match de base. Je vais pas faire les notes, etc., parce que pour moi, en prépa, c'est compliqué de noter les joueurs et je trouve ça même très sévère. Mais on peut donner une tendance sur le jeu produit, quelques pertes individuelles marquantes, en bien ou en mal, mais on va parler, voilà, on va être en surface, on va pas commencer à mettre les notes, à fort débriefer les demi-temps, etc. On va y aller mollo, mais on me l'a demandé donc à plusieurs reprises, donc je vais le faire. Je vais sûrement faire ça aussi pour Rome et pour Leipzig, la Roma, pardon, pour la Roma et Leipzig. Wolverhampton, c'est si je trouve un lien, je regarderai sur la chaîne Wolverhampton, il y aura peut-être la diffusion du match, on verra bien. Même si c'est en anglais, ça me permettra quand même de le voir. Mais ils n'ont pas les droits, oui, donc ils pourront pas diffuser le match. Mais en tout cas, voilà. Je vais sûrement le faire pour les 2 prochains matchs, avec une évolution au niveau du montage. Alors à noter, bon, parce que je préfère prévenir d'avance, c'est possible qu'on revienne un peu en arrière au niveau du montage, qu'on fasse du simple. Parce que, ben, comme je l'ai expliqué dans pas mal de vidéos, les monteurs, c'est souvent des jeunes monteurs qui se font la main sur la vidéo, parce que bah, c'est une petite chaîne. Je sais pas, j'ai pas les prétentions financières de pouvoir me payer un monteur. Hein. Je suis pas Squeezie ni une chaîne à 100 000. Mais voilà, c'est un commun accord. C'est un jeune monteur, il se fait la main, ça lui permet de faire un portefeuille, de montrer ce qu'il sait faire. Et puis quand il trouve du boulot, bah, c'est plus compliqué de faire mon montage. Bon là, avec ma camarade Elena, on va peut-être trouver un entre-deux pour qu'elle puisse continuer à monter les vidéos, mais c'est possible que les après-confs soient des simples vidéos sans montage, sans anime, etc. Mais enfin, quand c'était le cas au début de la vidéo, ça se passait au début de la chaîne, ça se passait très bien. Donc on peut essayer d'alterner ça. Il y aura quand même un peu d'évolution. Vous avez vu les petits maillots, le maillot du centenaire et puis le maillot... je crois que c'est le premier maillot de la Ligue 1 ou c'est celui d'avant. Moi, je sais plus. Enfin bref, je crois que c'est le maillot de la montée en Ligue 1, si je dis pas de bêtises. Ah, peut-être pas, c'est le maillot... non, c'est le maillot du barrage face à Dijon. Moi, j'ai un gros doute, je m'en rappelle plus. Je crois que c'est celui-là le premier. Bah, celui-là, c'est un... Je doute de sa véracité. Bon, enfin, c'est pas grave, c'est un cadeau. Mais oui, je dis des bêtises. Ça doit être celui-là, le premier maillot Ligue 1. Celui-là, c'est barrage. Je me souviens, ça y est, c'est barrage. Je l'avais acheté au jour du barrage. Voilà. Et puis, il y a toujours la poutre très très mal enduite, qui est devenue légendaire, et le radiateur qui fait chier tout le monde. Mais il faut bien que je me chauffe. C'est mon bureau de travail, et pas un KGB. À bon entendeur. Mais voilà. Donc, bienvenue au PMU, pour ceux qui suivent sur Twitter un petit peu. Bref, on s'en fout, c'est des trucs à la con. Mais en tout cas, votre soutien est vraiment très important pour moi, parce que c'est vrai que Twitter devient un réseau social de plus en plus agressif, avec des mecs qui savent plus entre réalité et puis virtuel où c'est qu'il faut aller. Ça devient quand même assez pénible. Surtout que je trouve qu'il y a une espèce comment dire, de pourrissement de la commu Twitter lensois, c'est un peu compliqué. Alors, en plus, la commu YouTube, souvent, elle est perméable avec la commu Twitter, parce que moi, j'ai les stats, donc je sais très bien qui regarde sur quel port, et YouTube, c'est clairement tous les gens qui me suivent sur Twitter. Donc, moi, j'ai une TL de qualité, il y en a d'autres, ils sont beaucoup moins regardants, et ils laissent quand même faire certaines choses qui sont quand même aberrantes. Mais enfin, bref, le débat est clos. En tout cas, on va parler foot, c'est déjà bien, et c'est ce qu'il faut. Alto Palamek. Et on va parler déjà Mercato. C'est parti pour le Mercato. On y va donc pour le Mercato et on va parler d'un sujet brûlant. Godwin Koyalipou serait sur le départ. Alors à la base, ça a été balancé par Momo les bons tuyaux. Bon, pour une fois qu'il a un truc qui tient la route sur 20, ça va aller. Mais voilà.
ça s'arrête là au niveau, on va dire, de la véracité du truc, parce que tout le background autour, je suis absolument pas d'accord avec ce qui est dit de sa part et de la part d'autres personnes. Je vais vous donner moi les retours que j'ai eus. Après, ça reste mes retours. J'ai totalement confiance aux gens parce que la plupart du temps, ce que j'ai comme retour s'avère quand même, dans le principe, assez juste. Bon, mais j'ai pas du tout la même version des raisons pour lesquelles Koyalipou va sûrement quitter le club. Ça a été confirmé par Pierre Sage en interview d'après-match où il a dit qu'il y avait certains joueurs qui jouaient pas. Mais lui, dans son cas, ça commence à avancer, donc je pense qu'il va quitter le club. Alors, faut savoir que dans le background, le souci du club, c'est que devant, c'est vraiment pléthorique, mais très faible. Et que pour faire venir un attaquant, malheureusement, il faut vendre pour acheter. C'est un ordre de Joseph Ougorlian. Il n'y aura plus d'entrée au club sans vente. Clairement, simplement. Et ça a été verrouillé. Donc là, en fait, moi, les retours que j'ai, c'est qu'au niveau de l'attaquant, c'est fixé. Il y a un joueur qui a été validé. Alors c'est, moi, en tout cas, les retours que j'ai, c'est absolument pas le fameux joueur d'Amarby dont on voit n'importe quoi sur Twitter. Le mec a été vu sur une vidéo par un gars, puis il s'est repris parce que le nom, il fuite par un autre gars. Enfin bref, c'est absolument pas des retours que j'ai eus. C'est absolument pas un joueur premium, le joueur qui est cité. Je crois que c'est Erebi ou un truc comme ça. Enfin bref, il est même pas titulaire à Amarby, puis absolument pas au niveau des stats et du profil du joueur, ce qui est recherché, parce qu'on cherche un attaquant soit pivot, soit un attaquant qui prend la profondeur. Un des deux, il n'est ni vraiment l'un, ni vraiment l'autre. Moi, quand j'entends Garincha dire que c'est un pro de la bagarre, enfin, ça sonde le personnage. J'ai vu quelques datas de scout extrêmement dubitatifs sur le niveau du joueur à pouvoir performer en Ligue 1. Bon, j'y crois moyen. Mais en tout cas, l'attaquant est fixé. De rupture ou un attaquant à un gros buteur. Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que Munteanu et Stulic font partie des joueurs qui ont été très suivis ces derniers temps. On n'entend pas parler beaucoup de l'italien Esposito. Est-ce que c'est pas forcément un mauvais signe? Parce que vu que tout est fait en sous-marin puis qu'il a disparu d'un coup, peut-être que c'est lui qui va signer, on ne sait pas. Mais en tout cas, il y aura un attaquant. Mais pour qu'il vienne, il fallait dégraisser. Malheureusement, que ça soit Saïd, Fulgini ou d'autres, ils sont intransférables du fait de leur salaire. Même si Sagi est revenu après sur Fulgini et Samed, on va en reparler dans la conclusion. Mais en fait, le background, c'est ça. C'est que ces mecs-là sont invendables et que le seul qui était possiblement sur le départ, c'est Koyalipou, parce que pour être franc, il y a eu plusieurs clubs intéressés, dont le Servette de Genève. Il y a eu des propositions, des offres de transfert faites à Lens, mais qui étaient trop faibles ou qui étaient valeur du joueur. Sincèrement, le club en attendait beaucoup plus parce que il est quand même assez performant à l'entraînement, et même si ce qui est dit sur les réseaux, c'est qu'on compte pas sur lui, c'est absolument pas moi les retours que j'ai. C'est qu'apparemment, sincèrement, il rentrait quand même dans la route en attaque, mais il fallait en supprimer un, et quitte à choisir, il préférait supprimer un joueur facilement vendable que de s'acharner à essayer de dégager des mecs qui sont absolument pas vendables en l'état avec un salaire comme ça. Satriano, il ressort des croisés, c'est très difficile à trouver un club acquéreur. Et puis après, le reste, vous savez, c'est 110 000 par mois pour un joueur mid. C'est quand même un peu compliqué. Donc du coup, quand Levante et d'autres clubs espagnols sont venus au renseignement et que ça a commencé à parler de 4, 5, 6 millions d'euros, bah là, c'était vite fait. Après, Koyalipou, on lui propose un plan en Espagne. Le mec, je pense que c'est plutôt pas mal. Il n'a pas été forcément maltraité par la direction cet été. C'est juste qu'il y a une offre. Le contrat qui est proposé à Koyalipou est peut-être un peu plus juteux que le nôtre, puisqu'il doit toucher entre 40 et 45 000 euros par mois. Je pense que Levante est capable de lui donner au moins 25% de plus. Donc c'est tout gagnant pour tout le monde. Tu dégraisses, tu fais une culbute. Voilà, on parle d'un prêt payant de 500 000 et puis 5 000 euros à l'option d'achat. On ne sait pas trop si le club va mettre une contre-option ou pas sur le joueur. Parce que s'il performe en Liga et puis qu'il y a un club qui vient avec 10-15 millions, ils vont peut-être faire un contre-Kems à la Guilavogui. On ne sait pas trop ce qui va être prévu. Mais je pense qu'ils vont mettre peut-être des options de blocage de l'OA avec un paiement. Alors après,
Si tu te le prennes à 5 millions, que tu l'achètes 2 millions, puis que tu as une offre à 8, 9, 10 millions, bah t'es gagnant, clairement. Mais en tout cas, il va partir. Voilà, ça a été dit par Pierre Sage, il est très proche du dénouement. Personnellement, je trouve que c'est quand même un peu triste pour lui, parce que j'étais persuadé qu'il ferait quelque chose cette saison, surtout avec une concurrence aussi faible. Maintenant, il faut dégraisser pour avoir un attaquant premium, donc tu peux pas dégraisser avec Wesley Saïd. Alors, faut savoir, pour la petite info, qu'il y aurait eu des contacts entre Lens et des clubs de MLS des États-Unis pour Wesley Saïd. Alors, les clubs de MLS étaient déjà venus apparemment au renseignement l'hiver dernier ou l'été dernier. Et puis aussi, semblerait-il, Saint-Étienne, le joueur a envoyé chier la MLS et a réfléchi l'espace d'un instant, peut-être aller à Saint-Étienne, mais au final le salaire était tellement bas d'après ce que j'ai compris, le salaire aurait été tellement bas qu'il aurait envoyé chier le club. Cet été, des clubs de MLS sont revenus. Bizarrement, vous allez me dire, il n'y a pas eu d'entente contractuelle avec le joueur, apparemment. Bah, tu m'étonnes. Qui va aller mettre 110 000 balles sur Wesley Saïd qui joue la moitié de l'année? C'est quand même une grosse... on s'est quand même fait bien entuber par la direction d'il y a 2 ans avec des prolongations, n'importe quoi. On a un joueur complètement what the fuck. J'en parlerai après dans le débrief, mais sur le long terme, on le connaît tous, quoi. Il va faire Champions League pré-pop, il va se casser la gueule au mois de septembre, faire la gueule parce qu'il est plus titulaire, et puis faire une moitié de saison complètement pourrie avec un air détaché. Hein, on le connaît, on sait comment ça se passe, ça fait 3 ans qu'il fait ça. Donc c'est un peu compliqué, mais en tout cas, voilà la raison, moi, qu'on m'avance. C'est-à-dire que le seul joueur qui pouvait quitter l'effectif, c'était Kouyalipou, parce qu'il avait des prétendants, et qu'ils alignaient les bonnes thunes au bon moment. Voilà. Mais en tout cas, il s'en va, un attaquant arrivera, c'est une certitude. Maintenant, les retours aussi que j'ai, c'est qu'il y aura sûrement un milieu de terrain offensif excentré qui arrivera aussi, c'est-à-dire un ailier offensif. Tout ça va faire que ce qu'on a vu là en prépa risque d'être très fortement bouleversé dans les 2 derniers matchs si les recrues arrivent là, parce que la hiérarchie en attaque, elle est pour l'instant provisoire, c'est de la hiérarchie jaune. Hein, c'est de la hiérarchie provisoire, et je pense qu'à mon avis, d'ici quelques semaines, ça sera plus du tout la même hiérarchie. Voilà. Mais j'en parlerai un peu dans le débrief de ce que je pense de ça. Mais en tout cas, voilà un peu pour les infos. Pour l'instant, il n'y a rien. Maintenant, je vous donnerai un peu mes avis sur le projet Mercato dans la conclusion, parce que de ce match-là de prépa, il y a quand même des choses à tirer niveau gestion effectif. Mais en tout cas, voilà pour le truc. Donc, Kouyalipou, juste le fait de dire qu'il est simplement pas voulu par le coach, c'est pas la réalité de ce que moi on m'avance, et j'ai totalement plus confiance en ceux qui me disent ça que des gars qui balancent que Risser va foirer sa visite médicale, ou que attention Grady, ou j'en passe, et des meilleurs. Enfin bref. Donc, ou de sortir des joueurs qui ont des salaires complètement mirobolants et qui n'iront jamais à Lens parce que c'est complètement what the fuck d'aller mettre des salaires comme ça. Enfin voilà. Bref, donc je préfère avoir mes gars à qui j'ai confiance plutôt que d'autres sources. Même si l'origine, elle est là. On va pas, faut rendre à César ce qu'il y a à César, c'est clair. Il a dû avoir des retours. Mais en tout cas, les raisons ne sont pas celles-là. C'est celles, moi, je pense que c'est celle que je vous avance. C'est-à-dire le fait qu'il fallait se débarrasser d'un joueur et que le joueur le plus facile à se débarrasser, c'était malheureusement Kouyalipou. Pour moi, je le regrette. C'est une période compliquée parce que tant que les boulets sont là, on sera peut-être obligé à chaque fois de se séparer des gars qui ont une valeur, qui sont secondaires dans la rota, mais qui ont une valeur. Et eux, ils resteront toujours là. Et tout le monde va dire ils ont fait une carrière à Lens. Bah non, ils sont juste là parce qu'on peut pas les dégager. C'est tout. Voilà. On va passer donc au débrief. C'est parti donc pour le débrief. Alors, on va commencer par le 11 de départ de ce match de prépa. C'était donc Ablain face à Metz, qui était quand même une équipe un peu plus haut de gamme que les 2 dernières équipes, même si le Standard de Liège, ils étaient quand même un peu plus avancés dans leur prépa. Je pense Standard de Liège, je le mettrais peut-être au même niveau que Metz, peut-être un peu au-dessus d'ailleurs en termes d'effectifs. Mais bon, c'était quand même un début de match de prépa, donc c'est un peu voilà. Mais en tout cas, Metz, c'est quand même plus haut de gamme que Dunkerque, hein, qui n'ont toujours pas d'entraîneur d'ailleurs, et qu'on fait match nul. Si je dis pas, ils ont arrêté de prendre des branlées en prépa, tant mieux pour eux, parce que c'est vraiment pas évident de démarrer une saison quand t'as plus de coach, c'est le bordel.
Mais ça travaille tellement bien à Dunkerque qu'ils vont savoir rebondir. Et puis si Guy Clichy y va, moi je trouve que c'est une super idée. On verra bien si ça prend. Parenthèse fermée. Donc ce match-là, il avait quand même une certaine saveur parce que Pierre Sage avait dit que c'était un début d'idée. Alors faut savoir que j'irai un peu plus loin dans le débriefing. Faut savoir qu'il y a des joueurs qui n'ont pas joué, mais il y a une gestion du temps de jeu. C'est-à-dire que là, ils jouent samedi, ils jouent mercredi, ils rejouent samedi, une énorme équipe de la Roma. Il va y avoir une gestion du temps de jeu. Je pense pas que tout le monde va jouer mercredi en Angleterre et que donc des joueurs qu'on n'a pas vus du tout risquent de jouer mercredi. Donc faut pas faire non plus de trucs vachement arrêtés là-dessus. D'ailleurs, j'en reviendrai aussi dans la conclusion. Pierre Sage a parlé de joueurs qui n'ont pas joué. Il parlait de 3 joueurs. Hein. Il parle pas forcément de tous les autres joueurs qui n'ont pas joué. Parce que c'est un peu... Bon, voilà, il a cité que 3 joueurs. C'est-à-dire Koyalipou, Samed et Fujini. Le reste, ils n'ont pas joué parce qu'il y a une gestion du temps de jeu. Donc faut pas en faire non plus tirer des conclusions. Enfin, j'en parlerai un peu après. On va pas trop partir dans tous les sens. On va commencer par le 11 de départ avec Görtner dans les buts. Alors je vais passer de droite à gauche dans la défense à 3, puisque c'est une défense à 3. Gradit à droite. Sarr en axial et Udol qui faisait donc ses premières minutes avec le maillot lensois en axial gauche. Piston droit, Aguilar. Piston gauche, Bermond. D'accord. Un milieu de terrain à 2 avec Silla et Thomasson. Une attaque à 3 avec Saïd à droite et Guilavogui sur la gauche. Et en attaquant central, Satriano. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11 ? C'est un 11 de prépa. Le milieu de terrain, il y a une énorme concurrence, donc ça va vachement tourner parce qu'il y a du talent au milieu de terrain, j'en reparlerai après. En défense, c'est du provisoire, puisque Risser est encore blessé, il est en phase de reprise, et que cette défense-là, c'est une défense provisoire, puisque Baïdou va sûrement être titulaire. Il y aura peut-être encore une recrue en axial droit, parce qu'il n'y a personne derrière Grady, il n'y a que des gamins, c'est un peu compliqué. À gauche, c'est un peu plus simple, parce que y a Sarr ou Udol ou voire Souleymane Sagnan. Je pense qu'il joue à gauche ou à droite. Oh non, non, c'est à gauche, hein, lui. C'est à gauche. C'est Kylian Antonio qui joue à droite, hein, si je dis pas de bêtises. Vous me redirez dans les commentaires, j'ai toujours un doute, mais je crois que c'est ça. Souleymane Sagnan, il est à gauche. Donc voilà, il y a beaucoup de matière, mais cette défense-là là, qu'on voit titulaire, c'est pas la défense qui va démarrer en Ligue 1, clairement. Les pistons, c'est pareil, on y reviendra après, mais je pense qu'Aguilar, il peut pas rester tout seul. Bermond, il a fait des très bonnes choses, je vais y revenir très rapidement. Il fait la paire avec Machado, qui est pas parti. Ah oui, j'en ai pas parlé dans l'actualité Mercato, c'est vrai. On va faire une petite aparté Machado. Il a eu des grosses offres du Golfe, ou etc., des Émirats apparemment, et il les a refusés. Il souhaite rester à Lens parce que il veut aller à la Coupe du Monde 2026, donc il pense que c'est plus facile à Lens. Je suis totalement d'accord avec lui. Faudrait quand même essayer de le prolonger d'1 an avec une petite augmentation salariale, ça ferait pas de mal pour pouvoir le revendre à la fin de l'année, sinon il partira gratuit. Après il peut partir gratuit pour bon service rendu, hein, mais bon, si on peut faire un billet dessus, ça serait quand même bien. En tout cas, c'est tout à son honneur de dire qu'à Lens, il a plus de chances d'aller à la Coupe du Monde qu'aux Émirats Arabes Unis, et je pense qu'il a totalement raison. Donc voilà, petite parenthèse, Machado fermé. Alors au milieu de terrain, je l'ai dit, il y a de quoi faire. Je suis pas certain que si on vend pas un milieu de terrain, on en reprendra un, parce que je pense sincèrement qu'il n'y a pas besoin de recruter en l'état, surtout que Diouf pour l'instant il n'est pas parti. Par contre, si Diouf ou Samed s'en vont, il y aura peut-être un milieu de terrain. Même pas sûr pour Samed, parce que je pense sincèrement que si Samed s'en va, il ne sera pas remplacé. Par contre, si Diouf s'en va, il y aura un milieu de terrain qui débarquera, parce que là ça commencera quand même à être compliqué, il y aura trop de jeunes. Enfin, c'est pas qu'il n'est pas jeune, Diouf, mais il a plus d'expérience au Racing Club de Lens que tous ceux qui sont présents. Là. Derrière Thomasson, il n'y en a pas un qui a joué à Lens l'année dernière, donc c'est un peu compliqué, à part Roger Diran, mais il a très peu joué. C'est très, très inexpérimenté. Voilà, c'est le mot que je voulais trouver. C'est inexpérimenté. Si Diouf s'en va, il faut recruter un milieu de terrain. Alors, je pense pas forcément à un U23. Un Abdoulaye Kanté, moi je le prends, mais parce qu'il est bon. Mais s'ils font un U23, il faut qu'ils fassent un crack, quoi, parce qu'il faut absolument un mec qui est capable de prendre le dossard Diouf dans son dos et de faire des choses. Voilà. Et devant, c'est pléthorique, c'est faible, et c'est absolument pas
c'est absolument pas l'attaque qu'on va voir sur le premier match, à moins que la recrue arrive très tard, mais j'y crois moyen, je pense que ça va arriver avant, à mon avis, Pierre Sage, il veut vouloir son attaquant avant. Moi, au minimum, je pense qu'il y aura un ailier et un attaquant. Bon, j'y reviendrai un petit peu dans la conclusion de tout ça, mais je pense qu'il y aura un ailier et un attaquant. Pour moi, le seul qui, dans ce trio de départ, qui pour moi resterait dans le 11 de départ, c'est Satriano. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup quand même de provisoire dans ce 11 de départ, mais ça donne en tout cas le 3-4-3, avec une défense à 3 un peu hybride. Alors, ça l'a été un peu moins dans le débrief, j'en parlerai, mais c'est vrai que ça y ressemble fortement. Et puis Gertner dans les buts à la place de Ritzer. C'est le numéro 2, c'est logique qu'il joue. Mais on a vu aussi la présence de Ilan Jourdain, j'en reparlerai aussi dans le débrief. Voilà. Mais on va commencer donc par ce débrief avec un match somme toute très intéressant qu'on aurait dû gagner 4-0, 5-0, parce que je pense qu'avec une meilleure attaque, tu leur mets une branlée, clairement. Ils n'ont pas beaucoup vu le jour, c'est assez faible. Hein. C'est costaud dans les duels, il y a un bon pressing, mais ils ont vite éclaté. Nous, on a éclaté vers la 65-70e minute. Il y a eu pas mal de changements, mais aussi pas mal de fatigue. Les joueurs n'ont pas 90 minutes dans les pattes, ça se voit tout de suite. Mais en tout cas, on a vu de très beaux mouvements. Il y a de très belles choses. C'est une version du 3-4-3 très intéressante que propose Pierre Sage, et j'aime beaucoup ce que je vois. C'est pas du tout un 3-4-2-1, c'est plutôt un 3-4-3 avec des excentrés, et je préfère mieux ça que des milieux de terrain plus réaxés, parce que je trouve que le problème c'est que ça stéréotypie le jeu, c'est-à-dire que le seul qui prend le couloir c'est le piston. Là c'est absolument pas le cas, et c'est beaucoup plus intéressant comme ça. On a vu de très très beaux mouvements qui ont conduit à des buts. Le premier but sur une superbe passe en profondeur de Thomasson qui a fait un rude match, je vais en parler juste après, avec une très jolie frappe de Satriano, et puis le deuxième but sur une très jolie passe en talonnade de Wesley Saïd, pour une reprise tout aussi intéressante de Ryan Fofana, qui marque de plus en plus de points. C'est Ibrahima Baldé, mais peut-être encore plus sniper devant les buts, parce qu'Ibrahima Baldé, il me fait penser un peu à lui. Hein. Même physique, même grandeur, même puissance. C'est pas le même gabarit en termes de largeur, parce que Ibrahima Baldé, il fait un peu plus armoire à glace, il est un peu plus fin, Ryan Fofana, mais c'est très très intéressant. Et ça va très très vite. Donc il est vraiment assez complet, et il marque beaucoup de points dans la prépa. Ce qui envoie Didi Widi en prêt. Je pense que là, il n'y a plus d'illusions à se faire pour Didi Widi. Il va repartir en prêt. Hein. Ça, à mon avis, ça va être compliqué pour lui de trouver une place en prépa. Là. Il y a trop de concurrence au niveau de l'attaque en jeune. Mais en tout cas, voilà pour un petit peu le jeu. En deuxième mi-temps, il y a eu plus de fatigue. Les changements, c'est un petit peu calé. Il y a eu moins de bons trucs. Il y a des joueurs qui ont perdu des points, je pense surtout, parce qu'ils n'ont rien montré en rentrant. Mais c'est toujours les matchs de prépa, parce que l'équipe qui démarre, tu peux avoir certaines certitudes, ils jouent une 60aine de minutes, puis après, il y a des changements entre deux au cours, c'était intéressant, parce que par exemple, Pudol a fait 30 minutes, il est ressorti après, enfin non, il est sorti à la mi-temps, lui. Il est sorti à la mi-temps, mais au bout de 30 minutes, s'il est sorti, c'est Bulatovic qui est rentré, Bulatovic, il a fait pas mal de minutes, puis après il est sorti, enfin bref. Mais en tout cas, voilà, il y avait des choses très intéressantes dans la gestion du temps de jeu, parce qu'il y a beaucoup de gestion du temps de jeu. Ce pressing incessant, la prise d'informations, les mecs qui prennent tout le temps la défense dans le dos, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de sorties intelligentes de balles, du respect de l'adversaire. Il y a beaucoup de centres intelligents, et pas juste des centres pour centrer. D'ailleurs, il y a pas mal de centres en retrait, ce qu'on voyait un petit peu moins depuis quelques mois, voire même une ou deux saisons. C'était systématiquement des centres en hauteur, ou des centres tendus au ras du sol, mais pas au sol. Donc là, c'est quand même beaucoup plus intelligent dans la technique de centre. À noter aussi qu'il y a quelque chose qui change, c'est que tu as deux bons tireurs de CPA, ce qu'on n'a pas vu depuis un siècle à Lens, Bulatovic et Bermond. Je vais revenir un peu sur les perfs individuels après, qui tirent merveilleusement bien les coups francs. D'ailleurs, la finition, c'était pas ça, parce que je pense qu'avec une plus belle finition, normalement, ils ont des passes décisives, les deux, hein, clairement. Hein. Faut le dire. Voilà. Ça fait vraiment chier en vrai. Mais ils tirent superbement bien les coups francs. Donc c'est pareil, ça va faire gagner des points à ces gamins-là, et ça va leur permettre d'avoir une espèce de grosse présence dans la Ruta. Ce qui veut dire qu'il y aura une concurrence folle dans ce groupe, et tant mieux, il faut ça, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on a goûté quand même à une espèce d'équipe type et de finisseur. J'ai
absolument... Enfin, moi, j'ai jamais été fan de ce concept-là de finisseur. Il n'y a pas de finisseur. Il doit y avoir une rota, les mecs tournent. Aujourd'hui, il y a 5 changements. Il y a moyen de créer un groupe de 16, 17, 18 joueurs concernés qui tournent tout au long de la saison. C'est vrai que pour moi, la dernière saison de Francaise, il y a eu une espèce de... Ça s'est ankylosé autour d'un groupe de 11, 12, 13 joueurs et ça aide pas non plus à la santé du vestiaire, ni même à la production de beaux jeux. Et puis, Will Steele, il s'est complètement caché derrière ses névroses, là, et il voulait plus faire jouer personne. Il a fait jouer les mecs que quand il n'y avait plus personne, tout le monde était blessé. Donc c'est vrai que là, voir un petit peu des choses comme ça, des mecs qui prennent des initiatives, laisser beaucoup de place aux jeunes, ben, ça crée une émulation et moi ça me plaît parce qu'on a vu beaucoup de jeunes sur ce match de préparation et on a vu des bonnes choses. Alors au niveau des perfs individuels, celui que je vais mettre vraiment top, c'est Anthony Bermond. Alors vous savez que j'en ai parlé plein de fois, pour moi Bermond c'était la surprise du chef pour la saison prochaine, je l'ai dit plein de fois, les retours d'Annecy étaient énormes, d'ailleurs à tel point que le coach voulait les reprendre, mais il a appelé le club dès qu'ils sont partis pour dire on voudrait les reprendre, mais aussi qu'il a voulu le mettre en piston, Bermond, pour le piquer un peu, le mettre dans une espèce d'inconfort. Résultat, il a bouffé le poste et il est devenu indétrônable à ce poste-là sur toute la saison. C'est dire son talent, parce que quand tu arrives à gérer, à intégrer un poste et à le rendre facile à gérer, c'est que tu as beaucoup, beaucoup de talent. Ben, il a éclaboussé ce match-là de son talent, clairement. Hein. Tous les ballons ont passé par lui, et chaque fois qu'il avait un ballon, il bonifiait. Il aurait pu avoir une passe décisive, voire même deux. D'ailleurs, avec un joli corner tiré, où je crois que la tête est ratée, il a fait des superbes passes, enfin, c'est vraiment hyper intéressant, et pas qu'offensivement, parce que défensivement, il a été au duel, et il a montré plein de choses. Donc moi, je le mets en number one. Le deuxième qui m'a vachement impressionné, encore une fois, et c'est pour ça, et j'ai un petit rictus de satisfaction, c'est Bulatovic, hein. Clairement, je pense que lui, il va pas rester longtemps dans la Ruta. Il va peut-être pas rester longtemps à Lens non plus. Parce que le gamin a 18-19 ans, hein, il est pas plus âgé que Bermond, et il en impose. Hein. Physiquement, déjà, il a pas le physique. Enfin, il a pas la puissance que lui confère son physique, parce qu'il a quand même. Il a une tête de poupin. Hein, il est plutôt. C'est pas un grand joueur, c'est un. Comment dire? Moi, je dirais pas non plus que c'est un mini format, mais il est pas grand en taille, quoi. C'est un joueur assez rablé, mais il nous dégage une puissance au contact impressionnante. Je veux dire, pour faire bouger des Sabali et des compagnies, il faut déjà y aller, et lui, il y va. Hein. Et puis, il va au carton, hein, clairement. Lui, il s'est battu dans les Balkans, là, il a pris des darons en match, ils lui ont découpé la tronche, t'inquiète, il a appris. Hein. Mais alors, il est impressionnant, et sa qualité de passe et de technique, c'est du très haut niveau. Hein. Je parle même pas des coups francs tirés, ils sont tous dangereux. Il y en a un qui a fini sur le poteau, d'ailleurs, la tête de Grady qui doit bien mieux faire, mais impressionnant. Alors, à part ça, ce qui m'a aussi plu, c'est Udol. Alors j'avais des doutes sur son placement en axial gauche, hein, je l'ai dit. Après avoir des doutes, ça ne veut pas dire j'ai dit ça marchera jamais, mais j'avais vraiment de gros doutes. C'est pour ça que je pensais absolument que Pierre Sage allait retourner sur sa défense à 4 dont il était extrêmement friand à Lyon. Force est de constater que ces 45 minutes en axial gauche ont été plus que correctes. Moi, j'ai vu pas mal de bonnes choses. Un mec à l'aise, ballon au pied, mais ça, on le savait. Un mec capable de se déplacer et de perforer, ça, c'était moins évident. Et une qualité de passe, même dans les transversales, qui a été plus que correcte. Et au duel, bien qu'il avait un déficit, il a été vraiment intéressant. Donc, mea culpa, oui et non. J'avais des doutes. Elle s'estompe et clairement, je trouve que c'est plutôt pas mal en axial gauche. En plus, il peut jouer latéral gauche, voire même piston. Donc il est vachement, vachement intéressant. Sarr a été plutôt pas mal en axial. Il a fait très peu d'erreurs. En même temps, les relances, c'était pas trop lui qui les gérait, mais il en a fait quelques-unes qui étaient plutôt pas mal. Et Grady, bah, je trouve qu'il est dans ce qu'il fait. Il gère bien, mais on sent quand même le poids des années. Moi, je trouve que là-dessus, il va falloir quand même qu'il ait quelqu'un derrière lui, parce que je pense qu'il tiendra peut-être pas toute la saison à des rythmes effrénés. Je pense que c'est ça aussi le problème. Alors, on n'a pas vu Selic, bon, j'en reviendrai dans la conclusion, mais je pense qu'il y aura Selic qui sera présent. Il y a aussi Gagnou, voire Antonio. Il y a de quoi faire pour lui permettre de souffler. Mais en tout cas, voilà. Il est encore capable de se projeter. Il est encore bon en défense. Mais je pense que physiquement, c'est quand même assez compliqué pour tenir une saison. Au milieu de terrain, Silla a pété l'écran, clairement. Alors c'est Silla qui avait commencé, puis Bulatovic après.
c'est pareil. Je pense que c'est... Il n'y a pas d'utilité à recruter pour recruter au milieu de terrain. Hein. Silla, Bulatovic, Thomasson, Diouf, Pouilly qui pourrait dépanner au milieu de terrain, même si, bon, j'y reviendrai en conclusion. Je suis pas certain qu'il sera là après, il va être prêté, je le sens. Auger Diran, bon, c'est pareil. Il y a des bruits qui courent qui seront observés par certains clubs de Ligue 1. Mais bon, moi je trouve que si Sage arrive à le canaliser, il pourrait faire des choses intéressantes parce que je trouve qu'il a du talent, mais il est un peu foufou, il déconnecte un peu. Il y a de quoi faire au milieu de terrain. C'est pour ça que je me dis que s'il n'y a pas de départ supplémentaire, il n'y aura pas de recrutement, il n'y a pas besoin. Pour moi, il n'y a pas besoin. Ce groupe-là au milieu de terrain fait largement la saison. Et je pense qu'il y aurait pas mal de clubs qui nous envieraient d'avoir cet effectif-là au milieu de terrain, clairement. Alors après, il n'y a que 2 places, mais c'est pas grave. Ça permettra de faire de la routa, de faire de la gestion, du coaching, avec des éléments qui ont des profils différents. Moi, je trouve que c'est largement suffisant et c'est très très bien comme ça. Autre joueur qui a été plutôt pas intéressant, c'est Saïd aussi. Alors vous allez être étonné parce que c'est vrai que moi je suis pas fanat de Saïd, mais il avait un rôle un peu plus reculé. C'est-à-dire qu'il n'était pas forcément en excentré. De toute façon, sur un côté, il tiendra pas la saison. Hein. C'est sûr, physiquement, c'est impossible. Mais il a montré des choses intéressantes. Maintenant, c'était pas mal, mais quand on regarde bien le match, parce que je l'ai revu, je l'ai enregistré, donc je l'ai revu, il n'est pas non plus extraordinaire. Il fait une jolie passe décisive, il a sauté. Il y a pas mal de duels où physiquement il est absolument pas en capacité de disputer les ballons aériens, donc c'est un peu compliqué sur certaines phases. Techniquement, il arrive à s'en sortir, il oriente bien le jeu, mais c'est pas transcendant non plus, quoi. C'est pas transcendant non plus, à l'image d'un Guilavogui, qui est peut-être intéressant dans ses prises de vitesse, mais qui a un gros manque de finition, qui est pour moi égal à celui que j'avais vu quand il a été chez nous avant de partir en prêt. Je suis pas convaincu, quoi. Je suis pas convaincu de Guilavogui. Il doit la mettre au fond, l'occasion. Mais c'est un peu compliqué. Satriano, ça a été très intéressant, très belle finition. Bon, après, il manque de rythme, ça se sent. Il a baissé un peu de pied. Il a fait 45 minutes, Satriano, je crois. Hein. Après, c'est Ryan Fofana qui rentre. Mais pour moi, Satriano, il est dans le 11 de départ. Il n'y a aucun débat là-dessus. Même si un avant 130, tu peux le décaler sur la droite. Moi, je suis sûr qu'il fait le boulot. En parlant de Ryan Fofana, il est rentré les deuxièmes 45 minutes. Il a été très intéressant, un peu foufou, c'est vrai. Il fait penser un peu à Ibrahima Baldé dans cette espèce de folie. Des fois, le cerveau, il déconnecte un peu. Mais en tout cas, il a une super finition. Et il est très, très combatif. Il va au pressing, il va au duel, il va à la guerre. Il n'a pas peur, le gamin. Et ça me plaît beaucoup. C'est très, très prometteur. Il y a après quelques petits désagréments dans cette prépa. Le premier, c'est Aguilar. Malheureusement, je lui tombe tout le temps dessus, mais c'est pas son poste à son détriment. À sa décharge, c'est pas son poste et ce sera jamais son poste. Absolument pas à l'aise dans ce poste-là. Faut absolument recruter. J'en parlerai aussi en conclusion. Faut absolument recruter un background, voire même un mec qui lui prend sa place, parce qu'en piston, c'est très compliqué pour lui. Il a essayé de proposer des choses, mais il est vite limité. Il n'a pas une capacité de centre extraordinaire. Par contre, c'est un très bon défenseur. En latéral droit, dans une défense à 4, je valide à mort. Avec un ailier devant lui, là, dans un 3-4-3, où l'excentré a tendance à aller à l'intérieur du terrain, à libérer un peu l'espace pour lui. C'est compliqué, quoi. Plein de fois, il a été pris de vitesse. Il n'a pas su dépasser son adversaire. C'est trop léger. C'est trop léger. Pouilly, c'est pareil, c'est quand même assez compliqué. Antonio, ça manque de maturité. Je trouve que c'est quand même assez friable. C'est compliqué. Souleymane Sagnan, par contre, c'est intéressant. Lui, il aura peut-être son mot à dire à gauche, clairement. J'ai pas parlé de Baïdou, je vais en parler après, mais je voulais continuer un peu le balayage des joueurs. Sotoka, le match d'avant, il fait un truc intéressant. Là, on a clairement vu le Sotoka de la saison dernière. Il loupe l'immanquable. Très peu concerné, très en difficulté sur les contacts. Là, on est l'habituel Sotoka des 18 derniers mois. Donc c'est compliqué pour lui. Moi, c'est ce que j'ai mis sur Twitter. Je pense sincèrement qu'il devrait écouter un peu des clubs de bas de tableau pour finir sa carrière. Parce que là, il va sûrement finir en roue libre avec absolument très peu de temps de jeu. Parce que je vois pas qui pourrait venir concurrencer. Il y a trop de mecs devant lui, quoi. Et c'est compliqué. Et son entrée, elle a été très compliquée. Faut quand même le dire. Alors un joueur qu'on a vu aussi rentrer, c'est Baïdou, qui est rentré à la 45e, je crois. Hein. Udol, où il a fait 30 minutes. Non, Udol a fait 30 minutes et lui fait 30 minutes, ça y est. Je suis en train de me perdre parce que je ne me rappelle plus.
Et ça a décalé Sarr à gauche, quand il était tout aussi bon à gauche. D'ailleurs, Sarr fait pas un mauvais match. Hein. Mais Baidoo, impressionnant. Hein. Les 2 premiers duels, hop, il a défoncé l'attaquant, hop, il a gagné les 2 duels aériens, des très belles passes, une très très belle vista et une très belle qualité de relance. Très très intéressant. Hein. 8 millions d'euros, je trouve que c'est pas cher. Hein, parce que franchement, ce qu'il a montré sur 30 minutes, c'est vraiment costaud. Enfin, franchement, c'est pas mal. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Voilà un petit peu. Voilà, bon, j'ai passé quelques joueurs que j'ai pas forcément nommés, mais je vous parle un peu des prestats individuels qui m'ont marqué en bien ou en mal. Mais c'est vrai que c'est tout ça, ça reste de la prépa, donc je vais pas noter les joueurs, mais ce qui ressort, c'est qu'aujourd'hui, des gars comme Silla, Bulatovic, Bermond, peut-être Ryan Fofana dans un second temps, parce qu'il faut attendre de voir, ont marqué beaucoup de points et vont sûrement embarquer dans le groupe pro. Il y en a qui ont même marqué très peu de points, ou même qu'en ont perdu. Je parle notamment de Zarouri, qui fait une entrée fantomatique et qui est d'ailleurs à l'origine, avec son marquage de merde, de la réduction du score. Et ça n'a pas du tout plu à Pierre Sage, qui n'a parlé que de ça dès le départ, puis après qui a été plus dithyrambique sur ce qu'il a vu. Et ça, j'aime bien, parce qu'il y a une exigence, mais on tombe pas dans du défaitisme. Et ça, j'aime beaucoup. Ça me plaît. Parce que tu peux être exigeant, souligner ce qui n'a pas été, tout en étant positif sur une analyse globale des choses, et j'ai beaucoup aimé, ça me plaît beaucoup chez Pierre Sage, parce qu'on sent le mec qui veut y aller, qui veut montrer des choses, mais qui en même temps essaye de positiver sur ce que fait son groupe. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà un petit peu pour le débrief. J'espère que ça vous plaira pour ceux qui n'ont pas encore regardé les débriefs. C'est plus complet en après-match, hein. On met des notes, etc. Mais là, je voulais vous parler un petit peu du match de prépa, on vous l'avait demandé, on va partir sur la conclusion et la projection. Donc c'est parti pour cette conclusion. Alors la conclusion que je vais en faire, c'est que ce match de prépa, il montre quand même qu'il y a des besoins. Le premier besoin, qui est pour moi le besoin principal de ce groupe, c'est un attaquant premium. Voilà, alors Erebi, j'ai vu le nom circuler. Bon, pour moi, c'est pas du premium, ça rentre dans la route. Il est même pas titulaire à Marby. Après, on verra bien, hein, c'est peut-être lui, mais j'y crois moyen. Puis vu les retours de scouting, c'est un peu compliqué. Désolé, je bouge sur ma chaise parce que j'ai tendance à m'écraser. Pourtant, j'ai perdu du poids. Hein. mais en tout cas, voilà. Alors, moi, je vais vous redire un petit peu les retours que j'ai. C'est qu'aujourd'hui, Monteanu fait partie des joueurs très suivis par le club, mais il y a pas mal de concurrence. Rennes-Lille, comme par hasard. À croire qu'il y a du filtrage entre Lens et Rennes pour aller niquer le boulot du scouting lensois. Il y a Mihailo Ivanovic. Alors, je sais qu'il a été repris il n'y a pas longtemps. Par des scouts sur Twitter, notamment je crois que ça doit être Espoir du football, je crois, si je dis pas de bêtises. Mihailo Ivanovic qui est à Millwall, qui est un jeune attaquant serbe qui est très intéressant, très très intéressant, qui a fait une putain de saison, qui pourquoi pas pourrait intéresser le club, et en tout cas les suivis. Bien sûr, il y a Nicolas Stulic, je le parle, pour moi c'est le mec qui idoine pour le club, mais bon, ça c'est mon avis perso. Alors, bien sûr, il y a aussi le fait d'avoir des milieux de terrain excentrés. Alors, apparemment, Alfonso Souza, c'est mort, il aurait refusé le club. Je sais qu'il y a Mathias Palacios, capable de jouer un peu sur l'aile, qui montrerait pas mal de bonnes choses. Mais en tout cas, voilà, il y a pas mal de pistes en attaque et en milieu de terrain excentré, capable de jouer à droite ou à gauche. Il y a bien sûr Egeli, mais il y a tellement de clubs qui courent après que ça va être compliqué. Et puis, il va falloir sortir 10 millions. J'ai du mal à croire qu'on mette 10 millions sur un puis 10 millions sur l'autre, ou alors on est complètement fou. Et puis aussi, l'autre besoin, c'est un piston droit. Je pense que c'est impossible de continuer comme ça. Il faut un Skoglund ou un mec de ce genre-là. Skoglund qui a été très suivi au mercato d'hiver. Bon, maintenant, à voir si on va réattaquer dessus, mais pour moi, il faut un piston droit, obligatoirement. Et peut-être un défenseur axial droit, voire gauche, mais j'y crois moyen. Je pense surtout que c'est ça. C'est ailier offensif, attaquant et un piston droit. Je pense que c'est la conclusion un peu de ce dernier match de prépa. On verra bien ce qui va se passer, mais de toute façon, il va y avoir des mouvements. Mais comme je l'ai dit au début de la vidéo, clairement, il y aura des arrivées que s'il y a des ventes. Voilà, ça a été clair, net et précis. Donc c'est un mercato qui peut être bloqué si on n'arrive pas à dégraisser. Voilà un petit peu pour cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Je vous dis à très bientôt, on n'hésite pas, on met la cloche, on partage, on s'abonne, on met les notifications, les liens
sont dans la description. Je vous dis à très bientôt pour des futurs shorts. S'il y a des actualités mercato, je serai en vacances, pas loin de Saint-Malo. Pour ceux qui sont dans le coin, on peut aller boire un coup. Et voilà, je verrai sûrement un camarade d'ailleurs, je le salue. À très vite, mon camarade Saint-Maloutois, Saint-Maloutois, les Maloutois, je sais pas comment on dit, mais en tout cas, je vais te voir, j'espère te voir, ça me fera vraiment plaisir. Mais après les vacances, on repassera au taf et puis on va commencer à bosser un peu sur les corps de vidéo. Bon, je pense que ça sera encore avec Elena un petit moment, mais je l'espère en tout cas. Mais en tout cas, je prends toujours autant de plaisir à faire ces vidéos. Je prends toujours autant de plaisir à voir vos commentaires, qu'ils soient négatifs ou positifs. Ça fait toujours progresser la chaîne. Puis je suis toujours autant content de travailler avec des monteurs de talent qui font de très belles choses. Allez, ciao les amis, bye bye.